L'événement que nous avons décrit s'est produit il y a quelques jours, dans la pénombre de la lune. Puis les gouttes de rosée scintillèrent sur le champ comme des milliers de diamants. L'héroïne de notre histoire s'est tenue là, à la demande de quelqu'un. La jeune fille avait un mauvais pressentiment, comme si quelque chose de grave allait lui arriver. Le calme de la nuit était troublé par le cliquetis des armes métalliques. Une silhouette encapuchonnée émergea de l'obscurité. Une aura sombre émanait de lui. Son épée scintillait dans le crépuscule de la nuit. Deux personnages en uniforme militaire ont tiré leur épée. Les fantassins ont tenté de protéger les deux femmes. Ils se parlèrent à voix basse à propos de Gvat. Les dames se retirèrent derrière les militaires effrayés, plus près de la caserne. Le nombre d'attaquants a augmenté. Les cavaliers cagoulés attaquèrent les fantassins qui tenaient farouchement la défense de leur camp. Désormais, le bruit des sabots des chevaux se superposait au cliquetis métallique des armes. Le capitaine ordonna la retraite. Mais ensuite, sa poitrine fut traîtreusement coupée par l'épée de l'ennemi. La jeune fille, vêtue d'une robe délicate et aérienne, était effrayée et tremblait de partout. Elle vit comment les guerriers se battaient et demanda timidement à la nounou ce qui se passait autour d'eux. Elle tourna la tête sur le côté au bruit d'un cavalier qui approchait. Un type en manteau s'est approché d'eux sur un cheval avec une épée ensanglantée à la main. Le clair de lune tombait sur lui d'en haut. La jeune fille frissonna et haleta involontairement. Elle se souvint soudain de tout ce qu'elle avait entendu sur lui auparavant. Il s'appelait Nazar Kvat. Nazar signifiait les yeux bleus, et Kvat est un loup. Lorsque la jeune fille rencontra ces fameux yeux bleus, elle réalisa immédiatement tout pour une raison quelconque. La femme a appelé Madame Rosetta et lui a constamment tiré la main, essayant de la mettre en sécurité. Mais la jeune fille s'est rendue compte qu'elle ne pourrait plus jamais quitter le gaz aux yeux bleus. Elle a pensé à s'enfuir. Le cavalier galopait le long du chemin. La jeune fille et sa nounou ont tenté de s'enfuir dans les fourrés impénétrables de la forêt. Mais le cavalier les rattrapa rapidement. Maintenant, la fille a tout pesé. Après tout, peut-être ce jour-là, si elle n'avait pas écouté quelqu'un et n'avait pas rencontré cet homme, cela n'aurait pas fini en captivité. Et puis tout aurait pu être différent. 4 chevaux blancs tiraient régulièrement une calèche blanche au motif doré. Il était clair que son équipage appartenait clairement à l'élite aristocratique de la société. Ils roulèrent le long d'une route entourée d'arbres verts denses. Une jeune femme jeta un coup d'œil derrière le rideau de la cabine. Elle portait un chapeau et une robe d'une couleur délicate. Elle a admiré la vue depuis la fenêtre et a invité la femme à se joindre à la contemplation de cette vue imprenable. Des cheveux dorés encadraient un visage aux traits délicats, presque enfantins. Ses immenses yeux verts brillaient d'une naïveté enfantine. C'était Rosetta Willard Fox. Aujourd'hui était le jour de sa libération. Pour la première fois, les paysages qu'elle voyait depuis la fenêtre de la voiture la ravissaient complètement. Elle ressent enfin la liberté pour la première fois de sa vie. Et ce sentiment était tout simplement incroyable. À un moment donné, elle ferma les yeux et, posant sa tête sur sa main, commença à apprécier l'odeur de l'herbe fraîche. 4 chevaux ont emporté une calèche avec une fille heureuse le long de la route. Elle était enfin libérée de tout ce qui la retenait. Depuis son enfance, on lui disait constamment la même chose. Son père lui a assuré que sa Rosetta n'avait rien à faire. En tant que princesse, elle doit conserver son honneur et sa dignité. Il a demandé à sa fille de ne plus se soucier de rien. Après tout, il fera tout le reste lui-même. La jeune fille était convaincue qu'elle aussi voulait faire des affaires comme son frère et sa sœur aînée. Mais son père lui a répondu que le moment venu, il y aurait aussi un travail pour elle. Mais je pensais que c'était trop tôt. La jeune fille a grogné en signe de désaccord face à ces déclarations et a tenté de s'exprimer contre lui. Une terre sacrée que les monstres ne pouvaient pas approcher. Le royaume sacré du renard. Et l'homme qui dirigeait ce royaume était son père. Sous l'aile d'un tel père, notre héroïne a grandi sans avoir besoin de rien. Le palais, les domestiques, l'éducation, les robes luxueuses, l'amour de ses parents, elle avait tout en totalité. Mais ce n'était pas ce que la princesse désirait réellement de tout son cœur. Sa sœur aînée, qui s'est montrée très tôt dans la politique et la magie, et est devenue princesse héritière. Et son frère aîné, ayant reçu le grade de commandeur de l'ordre chevaleresque à l'âge de 20 ans pour ses succès en escrime. Et donc, en regardant ses aînés, notre héroïne voulait aussi réaliser quelque chose par elle-même. Cependant, son sort a été décidé différemment. Un jour, autour d'une tasse de thé, les parents ont annoncé à leur fille qu'ils allaient la marier à Monsieur Easy. La jeune fille frémit involontairement à ce qu'elle entendit. Le roi, le sourire aux lèvres et la tristesse dans les yeux, dit à la jeune fille qu'elle était déjà en âge de se marier. Et après avoir écouté son père, une pensée vint soudain à l'esprit de la princesse. Que si elle était comme son frère et sa sœur,
peut-être aurait-elle une autre voie que le mariage. Et maintenant, lorsque ce voyage se terminera, elle devra se marier. La voiture se balançait en rythme, et la jeune fille était un peu fatiguée de contempler la vue et baissa la tête un peu tristement. Après tout, elle ne pouvait rien faire, et tout ce qu'ils lui ont donné, c'est ce voyage. Elle allait donc essayer autant de choses que possible pour ne pas avoir de regrets. Leur voiture a sauté sur un rocher, et la femme déjà d'âge moyen qui accompagnait la jeune fille l'a heurtée. Elle a déjà souffert du mal des transports pendant le voyage. La jeune fille a suggéré à la nounou de sortir prendre l'air. La femme se sentait malade et sa tête lui martelait simplement. Elle était déjà à cet âge où les longs voyages et les longues promenades étaient nuisibles et pénibles. Il lui semblait qu'elle allait mourir. La princesse reprochait à la nounou d'insister pour l'accompagner. Elle lui a rappelé qu'elle l'avait prévenue que ce serait difficile pour elle. La femme a avancé des excuses en disant que cela était dû au fait que le lieu du voyage précessionnel avait soudainement changé. La jeune fille s'est excusée en disant que le chemin d'origine ne passait pas près de la mer, et elle avait tellement envie de le voir au moins une fois dans sa vie. La femme essuyait la sueur qui apparaissait sur son visage avec un mouchoir. Elle a dit qu'après tout, lorsqu'ils se rendaient dans un tel endroit, ils auraient dû être prudents. La princesse fut surprise. Elle affirmait que les terres basques étaient depuis longtemps annexées au royaume. Mais la nounou continuait à soupirer et à gémir lourdement. La jeune fille ne comprenait pas ce qui la dérangeait autant. Le chevalier qui accompagnait la princesse se précipita vers la voiture comme le vent. La fille salua Haleine. Le gars a gentiment demandé à Madame Rosetta quels seraient ses ordres et instructions. La jeune fille a rapporté que sa nounou était pire que prévu, et elle demanda au chevalier s'il avait des médicaments. Il a répondu qu'il l'avait donné avant le départ. La nounou considérait le gars comme un scélérat. Elle lui a dit qu'elle ne se sentait pas mieux grâce à ce remède. Il rétorqua qu'il n'était pas médecin, mais chevalier de Sa Majesté. Haleine a expliqué à la femme qu'elle l'avait accepté comme ça, et il lui a dit de ne pas le prendre l'estomac vide. La femme le boudait et était en colère contre lui. Elle était surprise que tout cela soit à cause de ça, et elle a demandé quoi faire maintenant. Elle lui tendit le poing et le traita d'homme rusé. Le gars a affirmé que tout était dû à une violation des instructions d'utilisation. La nounou commençait déjà à avoir de la vapeur qui sortait de ses oreilles, à cause de l'irritation qu'on commençait à lui apprendre la vie. Et la princesse, voyant cela, pensa qu'il était temps d'arrêter avant que la nounou ne se fâche encore plus. La fille a suggéré qu'Haleine et la nounou arrêtent la voiture et se reposent un peu au grand air, se dégourdissent les jambes et se promènent. Le cocher arrêta la voiture près du rivage. Les chevaliers et les serviteurs d'Oka ajustèrent le harnais de leurs chevaux et inspectèrent la voiture. La princesse et sa nounou se sont approchées du rivage même, profitant de la fraîcheur de l'eau et de l'air frais. La fille était joyeuse. Elle a joyeusement demandé à la femme si elle commençait à se sentir au moins un peu mieux. La nounou était assise sur le rivage. Elle a répondu par l'affirmative, et elle se plaignait que, comme elle s'y attendait, voyager à son âge était déjà nocif pour la santé. La jeune fille l'a rappelé à celui qui l'avait prévenue auparavant. Elle a demandé si la nounou l'accompagnait vraiment parce qu'elle avait peur qu'elle s'enfuie. La femme a répondu que la jeune fille ne voulait pas se marier. La princesse a assuré que même si cela ne lui plaisait pas, elle était déjà d'accord sur tout avec son père et n'allait pas le laisser tomber. Qu'elle se mariera immédiatement après son retour. Nounou était heureuse. Son teint s'est même amélioré. Elle a dit que la jeune fille avait finalement changé d'avis et pensait que tout allait bien, que M. Isel l'aimera et prendra soin d'elle toute sa vie. Le prince Isel Scalion était le prochain héritier de l'archiduché de Hélène. Il avait un caractère gentil et une apparence attrayante. La nounou a dit à la princesse que si elle était à sa place, elle épouserait immédiatement ce type sans hésitation. Elle pensait qu'il était impossible de trouver un meilleur marié. La jeune fille ne s'est pas disputée avec elle, car elle jugeait cela inutile. La femme est devenue triste. Elle a dit que puisque la jeune fille le savait, cela valait-il la peine d'insister sur ce voyage inutile? La princesse vit que sa nounou ne comprenait rien du tout. Elle a demandé pourquoi elle ne pouvait pas. Elle considérait injuste que son frère et sa sœur puissent tout faire, mais il lui était seulement interdit de tout faire. La femme a vu la tristesse de la jeune fille. Elle prit ses mains dans les siennes, et maintenant elle comprenait pourquoi sa pupille était si inquiète. Elle a répondu que pour leurs parents, ils resteraient toujours des enfants, que l'on s'occupe toujours plus des plus jeunes que des plus âgés. La jeune fille remarqua que la nounou parlait. Et j'étais heureux qu'elle se sente mieux. Elle lui a dit que si la voiture avait déjà été préparée, il pourrait alors marcher lentement vers elle. L'eau près du rivage se mit à trembler. La princesse fut la première à s'en apercevoir. Une cavalière galopait vers eux.
Il était clair que cet homme était pressé. La princesse remarqua qu'ils semblaient galoper si précipitamment vers eux. Une fille leur a crié quelque chose de loin. La nounou a demandé à la dame si elle comprenait quelle langue parlait le cavalier. La fille essaya d'écouter. La princesse vit seulement maintenant que le cavalier était une femme. Et j'ai été étonnée de voir avec quelle intrépidité elle montait à cheval. Ses yeux pétillaient de joie. Elle n'imaginait pas que les femmes pouvaient monter à cheval avec autant d'habileté. La cavalière a crié « Courez !» Son cheval claquait des sabots en rythme le long de la route. Les cheveux attachés en queue de cheval flottaient au vent. Soudain, sss, se fit entendre. Et bientôt notre compagnie a vu un monstre ressemblant à un serpent. Il était tout simplement énorme. 4 yeux brûlèrent d'un feu rouge, et les écailles brillaient de nacre. Un coup de vent inattendu a fait sauter le chapeau de la tête de la princesse. Elle se pencha pour ramasser sa coiffe. Le chevalier Allen a crié à la dame d'être prudente et vigilante, l'avertissant d'un danger imminent. Dès qu'Allen a entendu le cavalier, il a réalisé de quel genre de langage il s'agissait. Mais il ne comprit pas qu'il criait jusqu'à ce qu'il aperçoive le monstre. Le serpent menaçait la princesse et sa nounou. Ses dents venimeuses étaient énormes et recourbées comme des sabres. Notre héroïne tremblait de peur. Jamais de sa vie n'avait été menacée et elle vivait dans une insouciance totale. La princesse réalisa qu'elle ne rentrerait jamais chez elle et dit au revoir à sa vie. La cavalière les rattrapa et cabra son cheval. Un coup précisément chronométré frappa le serpent à la tête. Du sang jaillit d'elle. La créature émit de terribles bruits de douleur. Et la cavalière se tenait déjà sur le rivage avec son pied, achevant son saut du cheval. La jeune fille, ayant fait un grand pas, était déjà à côté de la princesse et de sa nounou. Elle regarda par-dessus son épaule. Après avoir perturbé l'eau, un énorme monstre est apparu. Ce n'est que maintenant que les chevaliers parvinrent à courir au secours de la maîtresse. Ils lui ont demandé si elle allait bien. Allen a palpé la fille, vérifiant si elle était en sécurité et lui demandant si elle était blessée. Après tout, une tragédie a failli se produire. Elle a répondu que tout allait bien pour elle. Mais il y avait quelque chose chez le cavalier. La fille s'est assise et a palpé sa jambe. Il était clair qu'elle s'était blessée d'une manière ou d'une autre lors de ce saut. Elle avait une sensation de couteau dans les tibias. Et peu importe la façon dont elle se tordait la jambe, la douleur ne disparaissait pas. La princesse s'approcha d'elle et commença à marmonner quelque chose d'inaudible. La princesse se souvint de la façon dont la fille s'était précipitée. Elle leur a clairement crié dans une langue différente et ils ne l'ont donc pas comprise. C'est pour ça que j'ai demandé d'où ça venait. Et connaît-il sa langue? La jeune fille a répondu qu'il y avait peu de gens ici qui ne parlaient pas latin. Elle fut surprise par l'apparition du monstre, et elle était sûre qu'il ne serait pas apparu s'ils étaient des résidents locaux. Elle rapporta que ce lac regorgeait simplement de monstres. C'est pourquoi tous les locaux l'évitent. Rosetta réalise seulement maintenant que les monstres et la vérité existent. Elle serra les poings de peur et d'horreur. Elle a lu que des monstres apparaissent et disparaissent sur tout le continent. Mais cela n'a jamais concerné les terres sacrées du royaume. Et on ne pouvait voir de tels monstres que dans les livres. Les chevaliers s'approchèrent et se présentèrent. Ils se reprochaient de ne pas avoir le temps, et ils ont exprimé des mots de gratitude à la fille qui a sauvé leur maîtresse. Elle leur répondit poliment et modestement. Elle a assuré qu'elle aiderait n'importe qui. La princesse lui assura qu'elle était obligée de récompenser le sauveur. Remarquant qu'elle s'était blessée à la jambe, elle lui demanda comment elle se sentait. La jeune fille se tenait debout de toute sa hauteur sur ses 2 jambes, mais boitait lourdement, incapable de surmonter la douleur lancinante. Elle m'a assuré que cela ressemblait à une luxation. Knight Allen lui proposa ses services de guérisseur et lui demanda la permission d'examiner sa jambe blessée. La princesse demanda à la jeune fille d'examiner ses jambes. Elle était convaincue qu'Allen connaissait bien ce domaine. Elle accepta, à condition que ce ne soit pas difficile, et que ce ne soit pas difficile pour le chevalier. La femme aux cheveux bruns était assise sur une chaise ronde et moelleuse près de la voiture. Allen a examiné sa jambe et a dit que cela ressemblait à une fracture osseuse. Il m'a assuré que cela devrait bientôt guérir si je ne fais pas d'effort pendant un moment. La femme n'arrivait pas à y croire. Elle demanda au chevalier s'il en était sûr. Il a souri et a dit qu'il en était complètement sûr. Après tout, comment a-t-il pu se tromper sur celui qui l'a sauvé? La jeune fille fut surprise d'entendre cela, mais il affirmait que si quelque chose était arrivé à la maîtresse, cela aurait été la fin de tous. Alors tout le monde se mettrait en colère, et dans tous les champs. Mais Rosetta ne le laissa pas finir, se couvrant la bouche de sa main. Elle a dit qu'il était génial. Elle a proposé de rentrer rapidement à la maison. Elle a rappelé sa promesse et leur accord avant de partir, que pendant leur voyage, ils garderaient secret le fait qu'elle était une princesse.
Elle a demandé à Allen de la croire. Les dames étaient toutes ensemble dans la voiture. Le chevalier montait à cheval à proximité. La jeune fille a remercié, assurant qu'elle n'avait pas assez de mots pour s'exprimer. La blonde a assuré qu'elle devait simplement l'emmener. Après tout, c'est à cause d'eux qu'elle s'est blessée à la jambe. Et elle ne pouvait tout simplement pas faire autrement. La jeune fille aux cheveux bruns remarqua qu'il était déjà tard et lui proposa cordialement de rester avec elle pour la nuit. La princesse a insisté sur le fait qu'ils lui étaient déjà redevables, et elle a demandé si ce serait trop arrogant de leur part. Elle a assuré qu'ils étaient des invités venus de loin et que ce serait tout à fait approprié. La femme aux cheveux bruns a prévenu que cela pourrait être un peu bruyant la nuit, que si cela leur convient, alors tout va bien. Elle a commencé à se sentir triste. La princesse lui demanda ce qui pouvait arriver la nuit. Il s'est avéré que le mariage était censé avoir lieu ce soir-là. La jeune fille a affirmé que dans leur tribu, les mariages étaient toujours organisés la nuit. Elle lui a demandé de lui pardonner d'être en retard dans ses salutations. J'imaginais qu'elle s'appelait Rosie. La femme aux cheveux bruns a révélé le secret selon lequel son père est le chef de la tribu basque. Rosetta en fut extrêmement surprise. Ces lieux sont depuis longtemps devenus les terres des Adrènes. Et au fil du temps, ils furent répartis entre plusieurs tribus. Au nord se trouvant les Couates, à l'ouest les Croix et à l'est les Basques. La tribu basque jurait une fidélité absolue au royaume. Ils étaient les plus forts. Rosetta a demandé à la nounou, ne considérait-il pas la capitale comme assez éloignée d'ici, et que le chemin ici sera difficile? Rosie l'a confirmé. Elle a affirmé qu'elle était entrée sur le terrain à cause du mariage d'aujourd'hui. C'était une vieille tradition d'organiser un mariage dans un champ. La jeune fille a supposé que maintenant tout le monde dans le camp était probablement en train de paniquer et de la chercher. Après tout, elle allait juste prendre l'air. Et elle n'est toujours pas revenue. De plus, elle s'est également gravement blessée à la jambe. La princesse comprit qu'à cause d'eux, la mariée avait souffert. Et j'ai essayé de comprendre ce qu'il devrait faire maintenant. Rosie a avoué à ses nouvelles connaissances qu'à vrai dire, elle ne voulait pas se marier. Que son futur mari a 30 ans de plus qu'elle. Alors elle sauta sur son cheval et partit. La jeune fille a déclaré que pour accroître la force de la tribu, une alliance était nécessaire, et le mariage a été choisi afin de cimenter l'accord de soutien. Mais le chef Croix mourut bientôt, et la décision d'épouser Rosie a été prise très rapidement. Bien entendu, son opinion n'avait aucune importance pour résoudre ce problème. La princesse pensait que le mariage non désiré des filles les rendait si semblables. Elle était plongée dans ses pensées. Rosie s'est excusée auprès des dames d'avoir autant parlé, et elle a demandé à la blonde de lui parler un peu d'elle, si cela ne lui était pas difficile. La jeune fille s'est présentée sous le nom de Rosetta, qu'elle allait à la mer pour aider le magasin de son père. La nounou frémit que sa pupille s'appelle par son vrai nom. La jeune fille aux cheveux bruns a félicité sa nouvelle amie pour le fait qu'elle était une si bonne fille et a aidé son père. La nounou essuya la sueur de son visage. Je suis content que la fille ait utilisé une fausse identité, comme ils l'ont convenu. Leur compagnie a entendu des bruits de coups de feu ou d'explosions au loin. Ils s'arrêtèrent, écoutant et scrutant l'obscurité déjà descendante de la nuit. Un type a sauté de la tente. Il a vu Madame Rosie en premier. Les filles se sont également réjouies de son arrivée. Allen descendit de cheval, et les dames descendirent de voiture. Et maintenant, le chevalier escorta les dames jusqu'à un endroit sûr pour passer la nuit. Le gars était nerveux et a dit à la dame que tout le monde la cherchait. Et ils pensèrent déjà que quelque chose de grave lui était arrivé lorsqu'elle n'était pas rentrée chez elle au coucher du soleil. Mais la jeune fille a affirmé que quelque chose s'était passé. Elle marchait avec une forte claudication de la jambe droite et s'approcha de son père. Le dirigeant fut désagréablement surpris par cet événement. Il a commencé à crier après sa fille pour son indiscrétion en un jour si important pour eux. Et sans gêne que beaucoup de gens puissent les voir, il a frappé sa fille au cou. La princesse et sa petite suite ont été horrifiées par un traitement aussi grossier d'une jeune fille par un homme. Et il a continué à crier après la fille. Il lui a demandé ce qu'elle faisait pour qu'elle apparaisse sous cette forme. Rosie, toujours après la lourde gifle, continuait de s'asseoir par terre. Elle a demandé à lui pardonner. Le père était furieux et n'acceptait pas ses paroles de pardon. Il a accusé le scélérat de vouloir détruire toute leur tribu avec ses actions à courte vue. Il lui a demandé à quoi elle pensait, qu'elle a décidé de ruiner l'union matrimoniale des tribus comme ça. Allen ne pouvait pas supporter de telles attaques contre la jeune fille. Il a demandé à l'homme d'arrêter et d'arrêter déjà de la gronder. J'ai trouvé cruel que le leader n'écoute même pas sa fille. Rosette s'y est également jointe, assurant que ce qui s'est passé était de sa faute. Allen a aidé Rosie à se relever et l'a soutenue pour soulager la douleur de la marche.
Le chef de la tribu se tenait entouré de son peuple. Il plissa les yeux avec colère, et devant lui, pleine de détermination, se tenait la silhouette solitaire et fragile de la princesse. Les gens de la tribu murmuraient. L'homme menaçant a demandé à la blonde qui elle était. Et à en juger par ses vêtements, j'ai supposé qu'elle n'était définitivement pas originaire du coin. La jeune fille répondit qu'ils étaient des voyageurs du royaume du renard. Elle a expliqué que sa fille avait été blessée en la sauvant d'un monstre du lac. Elle lui a sincèrement proposé son aide, ainsi qu'à sa tribu. Le chef de la tribu était surpris que les bandés puissent aider d'une manière ou d'une autre. Après tout, sa fille ne pourra probablement pas monter à cheval dans ces conditions. Helen a murmuré à la dame qu'il semblait qu'il suivait toujours les anciennes traditions. Qu'une femme soit kidnappée et cachée, un rite d'enlèvement. Cette tradition a déjà été interdite. Mais il semble qu'ils le suivent toujours comme autrefois. Et après négociation avec les proches de la mariée, le marié la met à cheval et l'emmène. Et maintenant, il était clair quel problème ils avaient causé. Le chef et ses camarades regardèrent avec colère les invités indésirables. La princesse a demandé s'il était possible de persuader le marié de faire des concessions. Après tout, il était possible de reporter le mariage en raison de la blessure de la mariée. L'homme a répondu que c'était impossible. Et cela n'arrivera certainement pas. Il a demandé à sa fille Rosie de l'attendre dans la chambre. Il lui rappela qu'elle devrait aussi s'expliquer auprès de leur tribu. Le deux pièces répondit timidement avec son accord. Rosetta est venue en aide à son sauveur. Je lui ai demandé comment elle se sentait. Déjà dans la chambre, la princesse a demandé s'il pouvait annuler le mariage. Mais Rosie a répondu qu'alors le côté du marié ne la compterait pas. Après tout, ils étaient déjà pressés, et s'ils demandent un report, des soupçons surgiront. Elle a rapporté que le côté du marié était la tribu Kruta, et ils s'inquiètent constamment et ne font pas confiance. Après tout, avec qui d'autre pourrait-il conclure une alliance, sauf entre eux et la tribu Kruta? Et si au moins quelque chose perturbe ce mariage, alors ils refuseront définitivement et s'uniront à la tribu Kvat. Rosie était sûre que le loup qui vous attaquait était pire que le lion qui dormait au loin. La princesse réalisa que la tribu Kvat était plus redoutée que le royaume qui la soutenait. Tout le monde savait que ces terres étaient depuis longtemps sous la domination du royaume le plus puissant du continent. Par conséquent, les gens qui vivaient ici, en plus de leur langue maternelle, utilisaient également le latin. Mais récemment, de l'autre côté du royaume, un autre pays en développement a lentement commencé à se renforcer. Et en comparaison avec les peuples du nord de Catan, connus pour leur férocité, ils avaient un caractère plus cruel et sans âme. C'est pourquoi le royaume les a persuadés de garder les frontières de l'État. Cette tâche convenait mieux à des guerriers aussi féroces qu'à quiconque. Et maintenant, la tribu Quat gagnait en force. Ils s'unissaient activement à d'autres tribus et cela commençait à effrayer. Rosie était particulièrement effrayée par l'armée dirigée par le jeune chef. Ils ont vaincu même les féroces Katanas. Le nom de Nazarkvat était également connu du chevalier. Mais Rosie a dit que tout le monde l'appelle « loup aux yeux bleus ». Ce jeune homme avait un regard froid. Et Kvat signifiait « loup ». Une rumeur circulait selon laquelle la couleur de ses yeux correspondait à son nom. Rosie a affirmé que les yeux bleus n'étaient pas rares dans cette tribu. C'est pour cela qu'ils parlent autant de lui. La princesse fut surprise qu'Allen soit au courant de l'existence de ce chef. Il a confirmé que c'était bien le cas, et j'avais bien entendu dire qu'il était plus féroce que le monstre du lac. Que pendant la guerre, cet homme était impitoyable envers les autres. Il n'a pas épargné ses ennemis et n'a fait aucun prisonnier. Et son épée ne connut pas la fatigue. Le chevalier entendit que les gens parlaient de la cruauté de ce chef, comme s'il n'avait ni sang ni larmes. Rosie a dit qu'elle savait tout cela. Ils décidèrent donc de s'unir à la tribu des Croix par le mariage. Ils pensaient lui résister. Mais si le mariage échoue, ils seront isolés. Selon elle, de nombreuses tribus étaient déjà passées du côté des Quat. Rosetta réalisa que tout ici était déjà trop confus et compliqué. Elle a réfléchi aux moyens possibles de tout réparer. Soudain, une pensée lumineuse la frappa. Et si vous utilisiez un double en portant la robe de la mariée? Elle espérait qu'il faisait assez sombre maintenant. Et sous le voile, il sera difficile de comprendre qui se cache derrière. La nounou fut surprise de cette option. Rosie a convenu que c'était une option parfaitement acceptable. La princesse était heureuse d'avoir réussi à trouver une solution. Après tout, lorsque les vacances commenceront, les mariés se rendront dans la chambre des jeunes mariés. Il était alors possible de changer de mariée. Rosetta doutait seulement qu'il y ait des problèmes lors de sa nuit de noces. Après tout, la mariée avait une jambe cassée. Allen sourit sournoisement. Il croyait que l'essentiel était que le marié n'attaque pas. Le chevalier était sûr que si le marié buvait au mariage, alors tout était possible.
Les dames ne comprenaient pas où il voulait en venir. Il a expliqué que si le marié buvait trop d'alcool, il n'aurait plus de temps pour la marier. La nounou du chevalier le pinça douloureusement dans le dos. La femme déjà d'âge moyen a reproché au gars de ne pas dire de telles choses devant sa maîtresse. Et il était possible que l'alcool ne fasse qu'augmenter la force du leader. La seule option qui restait était un double. Rosie acquiesça. Les yeux d'Haleine étaient ronds de surprise et de confusion. La princesse a affirmé qu'il leur restait très peu de temps. Elle a appelé tout le monde à appeler la fille le plus tôt possible, afin de choisir parmi eux l'option la plus réussie pour un double. Depuis la tente, on pouvait entendre dehors, et la femme l'a quittée. Il s'est avéré qu'elle n'avait pas la bonne constitution et qu'elle était en surpoids. L'autre n'était pas admissible parce qu'elle était déjà vieille. La tâche s'est avérée beaucoup plus difficile que ce que les filles pensaient initialement. Ils n'ont pas pu trouver parmi les candidats un type même légèrement plus approprié. La blonde encouragea Rosie à trouver plus de monde. Mais c'était tout. Après tout, elle n'emmenait avec elle dans les champs que ses serviteurs. Rosetta était confuse. Après tout, il n'aurait pas d'autres options. Mais il n'avait nulle part où trouver une fille mince aux cheveux longs. Les dames autour chuchotaient. Rosetta se demandait pourquoi tout le monde commençait à la regarder comme ça. La femme aux cheveux bruns commença à la persuader en lui tenant la main. Rosie a demandé à la jeune fille de devenir son double. La nounou de la princesse était catégoriquement opposée à une telle idée. Elle a exprimé sa protestation les poings serrés. Rosetta était déjà dans sa tenue de mariée. Elle a dit à la femme qu'on ne pouvait rien faire, qu'ils sont déjà d'accord sur tout. Elle pensait que rien de mal n'aurait dû lui arriver. La nounou s'inquiétait pour la jeune fille, car elle ne savait pas très bien monter à cheval et pouvait tomber de cheval. Mais elle a assuré que tout irait bien et qu'elle ne serait pas blessée. Après tout le monde ici montait à cheval dès son plus jeune âge. La femme a supplié Madame Rosetta. Elle l'a suppliée de ne pas participer au rôle principal de l'enlèvement de la mariée. La jeune fille a affirmé que cela faisait partie de la culture et de la tradition locale. De plus, il ne s'agit pas du tout d'un enlèvement, mais d'une imitation de celui-ci. La femme a demandé à la princesse de réfléchir à ce qui se passerait si elle découvrait cela dans le royaume. La jeune fille était absolument sûre que personne ne le découvrirait. Après tout, la nounou ne le dira pas. Et Haleine aussi, en tant que personne intéressée, n'aurait dû en parler à personne. Après tout, c'est à cause de lui qu'elle a failli mourir. Par conséquent, la jeune fille a demandé à la nounou de tout garder secret. Mais la femme a continué à s'opposer à Madame Rosetta. La boiteuse Rosie est entrée et a été étonnée. Elle a dit à la jeune fille que sa tenue de mariage lui allait si bien. Elle la remercia poliment pour le compliment. Rosetta a demandé un peu tard à la femme brune la permission de porter cette robe. La jeune fille a assuré que c'était bien sûr nécessaire. J'ai deviné que cela devait être très difficile, et elle était reconnaissante envers la fille pour son aide. Elle serra la blonde dans ses bras par excès de sentiment. Sans desserrer l'étreinte, la fille du leader l'a encore une fois remerciée pour son aide. Elle a assuré qu'elle n'oublierait jamais cela. Puis, elle a donné quelque chose à la fille. Elle la conduisit sous le ciel ouvert d'où brillait la pleine lune. Elle a dit qu'elle devrait rester ici avec une lanterne, et elle s'est cachée à proximité pour que le côté du marié ne la remarque pas. Un cheval attelé se tenait à proximité, la lanterne allumée était dans la main de la blonde. Rosie lui a dit que les stars cherchaient une épouse partout dans le monde. Rosetta était ravie de la beauté qui l'entourait. La femme a assuré à la dame que tout n'était pas comme elle le pensait. Mais la jeune fille a affirmé que la nounou était tout simplement trop inquiète. La nounou demanda avec surprise comment elle pouvait ne pas s'inquiéter. Elle lui a demandé de le prendre avec elle, a saisi la main de la jeune fille et y a mis un petit poignard de femme. Elle lui a conseillé de l'utiliser si sa vie était soudainement en danger. La mariée vérifia le poignard et le sortit de son fourreau. La jeune fille a demandé comment elle pourrait l'utiliser. La femme a conseillé de frapper avec cette arme là où cela fait le plus mal. La princesse regarda le petit poignard et le tourna dans ses mains. La jeune fille cacha le poignard dans l'ourlet de sa robe, l'attachant aux jarretières. Elle a assuré à la nounou que cela n'arriverait pas et qu'elle devrait donc se défendre. Et elle lui a demandé où était allé Haleine, qu'il n'avait pas été vu depuis longtemps. La femme a dit qu'il était allé chercher de l'alcool pour le marier, qu'il était pressé de revenir au début de la cérémonie. La princesse fut surprise par la participation du chevalier à l'idée, puisqu'elle s'attendait à ce qu'il soit initialement contre. La princesse allait remercier Haleine à son retour. La nounou se souvenait que le gars lui avait dit quelque chose. Que, pour la première fois, je voyais une fille qui voulait désespérément faire quelque chose et être utile. Mais il a promis de faire tout ce qu'elle voulait pour elle pendant ce voyage.
La femme dit que le chevalier voulait soutenir la position de la jeune fille. Et maintenant, la princesse comprenait pourquoi Hélène était toujours si calme lorsqu'elle insistait sur quelque chose. La jeune fille baissa la tête, baissa les yeux et dit qu'elle n'en savait rien. Et elle leur a exprimé sa profonde gratitude pour leur aide, leur soutien et leur participation active. Soudain, un coup de feu retentit, et de nombreux sabots de chevaux assourdis les environs de leurs sabots bruyants. Un type du camp, une torche dans la main droite, a demandé qui allait là-bas. Il leur a ordonné de s'arrêter. Les cavaliers à cheval dégainèrent silencieusement leurs épées. La jeune fille tourna la tête et demanda à la nounou quels étaient ces bruits. La femme n'entendait toujours rien parce qu'elle était vieille. La princesse entendit un appel à l'aide dans l'obscurité. Les hommes du camp croisèrent le fer avec les intrus. Regardant dans l'obscurité, les dames virent une bagarre. Il semblait à la nounou que c'était du côté du marié. Les bruits de la bataille devenaient de plus en plus distincts. La princesse fut alarmée par l'appel à l'aide. Puis elle a entendu l'appel « Quat » à cause du bruit. Les deux dames sont devenues méfiantes et ont tendu tout leur corps, réalisant que quelque chose ne s'était pas passé comme prévu. Les combattants du camp se criaient que Gvat les attaquait. Le cavalier à l'épée brillante était aussi rapide que le vent. Il a détruit tout le monde sur son passage. Très vite, la retraite fut ordonnée. Et les défenseurs du camp s'enfuirent dans toutes les directions, laissant Rosette et la nounou seules. Les cavaliers rattrapèrent les fuyards et leur tirèrent une balle dans le dos. Du sang éclaboussait leur peau et leurs vêtements. La princesse frémit. Un jeune cavalier aux cheveux longs et aux yeux bleus, armé d'une épée ensanglantée, s'arrêta devant elle. Elle se souvint que Nazar signifiait « yeux bleus », et le cavalier avait juste les yeux plissés d'un bleu profond et clair. Et Kvat signifiait « loup ». Et maintenant, il était clair pour la fille que devant elle se trouvait le même Nazar Kvat. La nounou l'a tiré par la main et lui a assuré qu'il devait s'échapper d'ici le plus rapidement possible. Mais le cavalier s'approcha d'eux plus vite que les dames n'eurent le temps de prendre une décision. La nounou pressa la maîtresse, mais elle était clouée au sol par la peur. À un moment donné, la jeune fille et sa nounou ont commencé à s'enfuir, ramassant l'ourlet de leur robe. Mais cela ne constituait pas un obstacle pour le cavalier à réaliser son projet. L'un des gardes a défendu les dames en fuite, bloquant le passage du cheval avec une épée dégainée à la main. Mais bientôt, le casse-cou fut frappé par le cavalier d'un simple mouvement ultra rapide de son épée. Le sang aspergea à nouveau le cavalier et son cheval. Les dames n'ont pas très bien couru. Le cavalier les rattrapa bientôt. Ses yeux bleus brillaient dans l'obscurité. Au grand galop, l'homme cagoulé tendit la main et attrapa la jeune fille par la taille. Il l'attira vers lui. La jeune fille tendit la main à la nounou pour lui demander de l'aide. Mais la femme, déjà d'âge moyen, était impuissante à l'aider. Elle courut après la maîtresse jusqu'à ce qu'elle trébuche sur une pierre et tombe à terre. Le cavalier s'éloigna, emmenant la princesse dans une direction inconnue, et seul son voile de mariée restait posé à terre. Le cavalier galopait le long de la route forestière au grand galop. La jeune fille lui a demandé d'arrêter maintenant. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'était pas la mariée. L'homme lui a dit de s'asseoir tranquillement et de ne pas se débattre si elle ne voulait pas tomber de cheval. Et il la serra plus fort contre lui. La jeune fille gémit involontairement alors que le vice s'intensifiait. Elle commença à trembler. Et elle a demandé à être libérée. J'ai compris qu'il n'était pas nécessaire de le mettre encore plus en colère. Mais elle ne comprenait pas ce qu'il lui disait. L'homme aux yeux bleus et à la capuche tourna la tête vers la jeune fille et fut surpris qu'elle ne le comprenne pas. Il s'est rendu compte ensuite qu'elle ne comprenait que le latin. La lune illuminait le chemin du cheval. Il parlait dans une langue qu'elle pouvait comprendre. Que si elle ne veut pas tomber et se casser le cou, elle devrait s'asseoir tranquillement et tranquillement. La jeune fille a eu peur. Le gars les a rattrapés. Il s'adressa au cavalier Riga. Il a déclaré qu'il n'y avait aucune poursuite contre lui. C'était inattendu. Il pensait qu'ils essaieraient de rendre la mariée. Aux yeux bleus a demandé à quelle distance se trouvaient les personnes du côté du marié. Le gars a répondu qu'ils arrivaient juste derrière eux. Un autre cavalier approchait. Il a dit à Riga que tout avait été fait comme il l'avait ordonné. Un sourire malicieux et narquois était visible sous sa capuche. Il enlevait sa capuche. Il a dit que leurs idiots de croix, lorsqu'ils entendent le nom de Riga, se mettent immédiatement à trembler. Les gars ont ri de contentement. Blue-Eyed a dit que ces gars étaient géniaux. Il a ordonné à tout le monde de retourner à son camp. Ils répondirent « Oui, exactement », acceptant l'ordre de leur chef. Les sabots des animaux tonnaient à nouveau en rythme le long de la route. La princesse réalisa seulement maintenant qu'elle avait été kidnappée à la place de Rosie. Elle a compris qu'elle devait essayer d'entamer une conversation. Elle a commencé à lui assurer qu'elle n'était pas du tout une épouse, mais qu'elle voulait juste l'aider. L'assistant qui se trouvait à côté d'elle ne la croyait pas.
La jeune fille était surprise qu'ils connaissent le latin. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'était que le sosie de la mariée. Mais ils n'y croyaient pas, répondant qu'elle leur mentait de manière très honnête et douce. Le gars aux yeux sombres ne pouvait pas croire qu'un sosie puisse être utilisé lors d'un mariage dont dépendait l'avenir de la tribu. La princesse était encore plus effrayée que personne ne la croit ici. Un autre a demandé à Riga quoi faire de la fille maintenant. Il lui a proposé de venir la chercher lui-même. Après tout, les femmes ne l'intéressaient pas. Un autre est monté sur un âne. Il a demandé s'il pouvait commencer. J'ai demandé à Krell pourquoi ces hommes étaient en silencieux. L'autre a répondu qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter autant. Après tout, Riga lui-même n'a pas encore décidé quoi faire de cette fille. Un troisième a rejoint cet avis. Et il supposait que leur chef pourrait encore avoir pitié de la belle. Celui qui allait prendre la jeune fille pour lui répondit furieusement qu'il ne fallait pas se moquer de lui. Après tout, leur chef n'est pas du genre à baver sur une femme. Et il leur conseilla de se rappeler ce que son père avait fait pour leur tribu. Il a rappelé la loi « œil pour œil, dent pour dent ». La loi de la tribu Quat est de rendre l'appareil. D'autres ont commencé à chuchoter et à le soutenir. La princesse ne comprenait pas ce qu'il disait dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Elle tremblait. Elle ne voulait pas mourir ici. Le leader aux yeux bleus a aboyé. Ça suffit. Il a dit à ses hommes que cette fille deviendrait sa femme. Un brouhaha se répandit parmi la foule des guerriers. Ils lui ont demandé à nouveau ce qu'il avait dit, et ils n'en croyaient pas leurs oreilles. On a osé demander à Riga s'il était complètement fou. Il lui a rappelé qu'il s'agissait de la fille du leader basque. Il considérait cela comme un non-sens et lui rappelait les pertes passées. Après tout, leur tribu a tout affronté à cause d'eux. J'ai été surpris de la décision du leader de s'associer à cette fille. Mais le flux de ses paroles fut interrompu par la pointe d'une épée pointée vers sa gorge. Aux yeux bleus a froidement demandé à Krell qui lui avait donné le droit de contredire son chef et quand. Après tout, derrière les Basques se trouvait le royaume du renard. Et maintenant, ils avaient la possibilité de les combattre. Et il a demandé de ne pas mettre la tribu entière en danger à cause de sa colère débridée et de ses actions à courte vue. Le chef a demandé, tout en tenant la jeune fille près de son peuple, lequel d'entre eux avait quelque chose contre lui. J'ai demandé à ce casse-cou de lévrier de faire un pas en avant. Krell eut un rire offensé. Il répondit qu'il n'y avait pas réfléchi et demanda pardon pour son humeur. Ce n'est qu'à ce moment-là que Rosetta réalisa de quoi il parlait et leur demanda d'arrêter. Elle a protesté contre le mariage. Et elle n'acceptait pas que son sort se décide ici sans son consentement. Aux yeux bleus a répondu à une question par une question. C'était ce mariage de son choix auquel il l'avait volé ce soir. La jeune fille frissonna et ne put vraiment lui répondre. Ce jour-là, le gars a demandé à la princesse si elle voulait l'épouser. Iselle voulait avoir une conversation ouverte avec sa future épouse sur la prise de décision concernant son mariage. La fille a bien traité le gars. Il était comme une famille pour elle. Mais elle a aussi eu du mal à accepter qu'il devienne son mari. Elle serra les poings à cause d'émotions réprimées. Le gars lui a assuré de ne pas s'inquiéter, qu'après le mariage, il ne la forcera pas à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Il a promis qu'il attendrait qu'elle soit prête pour un vrai mariage avec lui, peu importe le temps que cela prendrait. La princesse ne pouvait toujours rien faire, et ils galopèrent jusqu'à ce que Riga ordonne de s'arrêter. Il était sûr que son peuple était fatigué et lui suggéra de se reposer ici. L'homme a aidé la jeune fille à descendre du cheval et à terre. Remarquant qu'elle ne se dirigeait pas vers les tentes brisées, il lui saisit la main et lui demanda où elle allait. La jeune fille le regarda avec des yeux suppliants et lui demanda s'il pouvait la laisser partir. Elle marmonna qu'elle ne pouvait toujours pas monter à cheval et qu'elle ne pourrait donc pas courir loin d'eux. Riga a été surprise par cette déclaration. Il a dit qu'en vivant mélangé avec des gens du royaume, vous pourriez perdre votre essence. Mais je ne pouvais pas imaginer que c'était si grave. Le vent soufflait dans mes cheveux. Riga a déclaré que, selon les rumeurs, la fille du leader basque était brune. Et la fille avait les cheveux dorés. La jeune fille a regardé l'homme dans les yeux et lui a dit qu'il avait tout à fait raison. Et je voulais tout lui expliquer. Mais ils ont été tués. L'assistant a dit à Riga que tout était prêt. Le gaz a dit qu'il était temps pour eux de partir. La pleine lune illuminait la clairière. La jeune fille ne comprenait pas où ils allaient l'emmener. Elle a commencé à résister et à crier qu'elle ne voulait aller nulle part. Mais ils la poussèrent dans le dos en agitant les bras. Rosetta a demandé à l'homme où il l'emmenait. Il la tira par la main. Elle a demandé à la laisser partir. Les gars autour riaient. Ils ont dit qu'ils avaient rencontré une mariée très vivante et qu'ils devraient la bricoler. La fille tremblait. Elle comprit que c'était son échec total. Après tout, elle-même ne pourra pas leur échapper. Et elle ne savait pas quoi faire maintenant. Le poignard tomba au sol en tintant doucement.
Le gars a soufflé la bougie. La jeune fille a crié que personne ne devait l'approcher. L'homme ôta sa chemise, exposant son torse musclé. Elle a exigé que le barbare la laisse tranquille. L'homme a attaché ses cheveux en queue de cheval avec un ruban bleu. La fille lui a crié de sortir d'ici. Il lui répondit qu'elle était très bavarde. La princesse tremblait de partout. Elle a demandé de ne pas la toucher. Elle a promis d'exécuter n'importe lequel de ses ordres. L'homme fit un pas vers elle et lui saisit la main. Elle gémit face au traitement brutal. Elle a commencé à crier qu'elle ne voulait pas. L'homme a poussé la jeune fille sur le dos. Elle a demandé à être libérée, le traitant de sale sauvage. Mais il lui a demandé de crier encore plus fort pour que tout le monde puisse les entendre. Son visage était au-dessus du sien et ses cheveux noirs tombaient sur sa joue. La jeune fille ne comprit pas son désir d'entendre le cri. Puis il lui dit à l'oreille qu'il la laisserait partir si elle faisait ce qu'il disait. Elle hocha docilement la tête en réponse, même si plus tard je n'étais pas sûre qu'il la laisserait en partir et qu'il ne ferait rien de mal. L'homme la tenait par les épaules, l'empêchant de sortir du lit. La jeune fille fut surprise qu'il s'agisse du même Nazarkvat, dont ils avaient entendu parler comme d'un monstre assoiffé de sang, féroce et impitoyable. Elle ne pouvait plus juger de sa cruauté au combat. Mais pendant la guerre, il se montra impitoyable envers les autres tribus. Et hier, il ne soupçonnait certainement pas une telle menace. Elle préparait un poignard. La jeune fille s'est dit que c'était sa chance. Mais l'homme lui a adroitement saisi la main avec l'arme. Il était surpris, car il ne pouvait même pas imaginer que la mariée préparerait une telle surprise lors de sa nuit de noces. Et il la regarda dans les yeux avec reproche. Maintenant, la jeune fille réalisait qu'elle avait raté son meurtre. Et maintenant, cela va définitivement prendre fin. L'homme examina et loua un petit poignard bien forgé. Il a assuré que cela leur éviterait des problèmes. La jeune fille lui a demandé grâce. Riga a affirmé que la netteté de ce poignard pouvait désormais être testée. La jeune fille a crié de peur. Mouvement rapide et adroit d'une main entraînée, et des gouttes de sang coulaient déjà sur le sol et sur la robe de la jeune fille, coulant de la blessure à la main de l'homme. Elle a crié d'effroi ce qu'il faisait, et le sang continuait à couler sur ses vêtements. L'homme lui plaqua fermement la main sur la bouche. Il lui murmura qu'elle ferait mieux de se taire, surtout s'il ne veut pas que tout le monde vienne ici en courant. La jeune fille acquiesça. Elle réalisa qu'on pouvait les entendre à l'extérieur et qu'il pouvait y avoir d'autres personnes à proximité. Et cette performance devait chasser les domestiques. Et pourtant, ce qu'il avait en tête n'était toujours pas clair. Allen se rendit au camp basque. Les blessés graves et les tués gisaient côte à côte sur le sol. Il essaya de comprendre ce qui s'était passé ici. Après tout, ils ont seulement accepté de mettre en scène l'enlèvement. Le chevalier qui accompagnait la princesse descendit de cheval. Il sortit son épée, marcha et appela Madame Rosetta. Il a prié pour que rien ne se passe. J'ai regardé autour. Soudain, une voix de femme l'appela par son nom. C'était la nounou et à côté d'elle se trouvait Rosie. Et puis il a été tout simplement choqué. Elle lui demanda avec reproche où il était depuis si longtemps. La nounou a dit à Allen avec du chagrin dans la voix et de l'horreur dans les yeux que leur maîtresse avait été kidnappée. Il n'en croyait pas ses oreilles. Il a blâmé le côté du marié pour tout ce qui se passait. Rosie a insisté sur le fait que ce n'était pas eux. Le gars s'était complètement perdu. La jeune fille a déclaré que Rosetta avait été kidnappée par Nazarkvat. Elle supposait qu'en faisant cela, il voulait empêcher l'union de leur tribu. Allen soupira lourdement. Il pensait que cela n'aurait pas pu être pire que la tribu Kvat. Il tourna brusquement la tête vers Rosie. Il a dit qu'elle devrait les aider. Il demanda de rassembler tous les hommes capables de combattre. Il allait rattraper les ravisseurs sur les traces de leurs chevaux. Le leader a soutenu que cela n'était pas nécessaire. Le type tourna la tête vers l'orateur. Un homme corpulent se dirigea vers eux. Il a dit que ce serait encore mieux ainsi. Sa fille ne comprenait pas de quoi il parlait. Il plissa les yeux. Il était sûr que c'était encore mieux que la tribu ennemie ait capturé le faux. Et il a dit à sa fille d'aller se préparer. Il a affirmé qu'il continuerait à préparer le mariage. La jeune fille commença à le contredire. Elle l'a accusé, comment pouvait-il dire ça? Après tout, une personne innocente a souffert. Le chef en était heureux, car sa fille avait pu éviter ce terrible sort. La jeune fille a commencé à crier furieusement que tout cela était arrivé à cause de lui. Qu'il a été le premier à kidnapper une femme de la tribu Kvat. Et maintenant, ils veulent se venger de lui pour le passé. Le chef a fait un sursaut et a frappé la fille à l'oreille. Il a dit qu'elle ne savait rien pour l'accuser de quoi que ce soit, qu'elle est toujours en vie uniquement parce qu'il la protège. L'homme a commencé à crier que tout se passait uniquement pour le bien de leur tribu. Il a assuré qu'il n'avait rien fait de mal ou de sale. Mais c'est seulement grâce à cela que le royaume les soutient
et se tient derrière eux comme une montagne. Il a accusé sa fille de vivre et de ne pas connaître le chagrin, et même d'oser l'accuser de quelque chose. Ce qu'une fille devrait penser des moments où sa tribu prospérera, ce mariage est quelque chose qu'elle doit faire pour le bien de tous. Et il lui ordonna d'aller se préparer. Rosie a demandé avec mépris à son père de lui raconter comment tout cela s'était passé. La vérité était qu'il était gourmand. Elle ne croyait pas qu'il avait kidnappé la femme et tué son mari, juste pour le bien de l'avenir de leur tribu. Bien que tout cela se soit passé avant sa naissance, la fille savait tout très bien. Et tout le monde dans la tribu savait d'où le chef avait eu la cicatrice sur son visage, qu'il a été posé là par la femme qui a été ainsi violée. L'homme, dans le feu de l'action, s'apprêtait déjà à lever la main sur la jeune fille pour frapper. Mais il était détenu avec confiance par un autre homme. C'était Allen. Il a insisté sur le fait qu'il n'était pas du tout intéressé par ce qui se passait ici. Mais il a compris que le leader n'allait clairement pas coopérer avec lui. Et il allait partir seul à la recherche de la jeune fille. Le gars siffla et son fidèle cheval se précipitait déjà vers lui. Allen était déterminé à sauver la princesse. Le pied du chevalier était dans l'étrier. Il sella facilement le noble cheval. J'ai dit à la nounou de ne pas s'inquiéter. Allen a rappelé qu'il était chevalier de Sa Majesté. Et il devait simplement rendre la princesse à tout prix. Le chef a été surpris d'entendre « princesse ». Il a même demandé à nouveau. Et c'est seulement maintenant que j'ai vu le motif sur l'épée du chevalier Allen. Après tout, ces motifs dorés n'étaient utilisés qu'à un seul endroit, et c'était le royaume sacré de Lysa. C'était l'endroit où régnaient les descendants du céleste Helheim, terre sainte sous protection divine que les monstres ne peuvent atteindre. Il s'est avéré que ces motifs dénotaient le royaume du renard. Et dans ce royaume, il y avait un prince et 2 princesses. Le chef a suggéré avec horreur que cette fille pourrait être l'une des leurs. Il halta juste à cause d'une telle supposition. Cette fille pourrait être Rosetta Willard Fox. Allen l'a confirmé. Qu'elle est la princesse d'un royaume sacré. Et c'était un autre nom pour sa maîtresse. L'homme se maudit. Il serra les dents. Il se demandait ce qui se passerait si la princesse était blessée. Après tout, les barbares pouvaient tout faire à la jeune fille. Et puis l'avenir de sa tribu était menacé. Le royaume aurait pu simplement les brûler, ne laissant qu'une poignée de cendres dans le désert. Son homme est arrivé en courant et a crié « Problème !» Il s'est avéré que les gens du côté du marié revenaient sur les terres de Croix. L'homme ne comprenait pas comment et pourquoi. Après tout, ils avaient un accord concernant le mariage. Le gars a dit qu'ils avaient abandonné le mariage. Que le Kvat y était également pour quelque chose. Le chef était nerveux mais ne pouvait rien faire face à cette situation. Un représentant de la tribu Kvat a rapporté qu'ils avaient volé la mariée. Et si la tribu veut la récupérer, elle doit venir la voir elle-même. Le gars était sûr que s'il continuait à insister sur le mariage, cela pourrait signifier le début d'une guerre entre les tribus. Le chef montra les dents et dit que les Quats avaient toujours été des mendiants. Il tremblait de colère. Allen était toujours assis sur la selle, regardant l'image se dérouler d'en haut. Il a noté à haute voix que le leader était confus. Il tourna la tête vers le chevalier. Le gars pensait qu'il serait préférable qu'il coopère pour sauver la princesse. Et puis il considérera tout ce que le leader a fait jusqu'à présent comme une erreur. L'homme, serrant les dents, répondit qu'il ne pouvait qu'être d'accord. Il ordonna à ses hommes de prendre leurs épées et de se préparer au combat. Il a ordonné d'attraper cet homme et de ne pas le laisser partir. Rosie fut surprise et demanda à son père ce qu'il faisait. Et les gardes avaient déjà encerclé Allen à cheval, dégainant leurs épées. Son pieu se dressa. Le gars a demandé ce que faisait le chef. Il insista sur la nécessité de retrouver la princesse. Le chef a demandé à nouveau. Il pensait que même si la fille était une princesse, il ne serait pas pour autant plus facile de la retrouver. L'homme doutait généralement que la jeune fille soit encore en vie. La tribu Kvat était obsédée par la vengeance. Ils ne la laisseront certainement pas partir si facilement. Et il leur suffisait de détruire toutes les preuves. Allen se dit que même s'il était en colère maintenant, ce n'était pas le moment de réagir à ces mots. Il croyait qu'il devait sortir d'ici le plus rapidement possible et retrouver la princesse. Son pied était dans l'étrier. Il a crié au cheval. Et l'épée dans sa main brillait d'une lumière jaune vif. Le gars l'a agité devant les gardes. Allen leur a crié de se frayer un chemin s'ils ne voulaient pas mourir. La lumière dorée de l'épée se répandit dans la clairière. Le chef a ordonné d'arrêter le chevalier de quelque manière que ce soit. Et celui qui recule finira par finir. Cria la jeune fille, ordonnant au chevalier de lâcher son épée. Il regarda sa voix par-dessus son épaule. Rosie a dit que s'il ne laissait pas tomber l'arme, elle tuerait la nounou. L'épée de la fille du chef était sur la gorge de la femme. La nounou a crié à Allen de s'enfuir, pour qu'il ne pense pas à son sort mais sauve la princesse.
Mais le gars était indécis. La pleine lune brillait dans le ciel nocturne. Des milliers d'étoiles brillaient à travers les nuages timides. Le long des tentes se dressait une rangée de torches qui éclairaient faiblement le camp temporaire de la tribu Kvaat. Le gars gisait et semblait dormir sur un lit de camp. La jeune fille se demanda comment on en était arrivé là, qu'elle n'aimait tout simplement pas cet ennui. Elle se souvint des paroles de l'homme qui l'avait promis lorsque le moment serait venu de la rendre à son père. Il avait une coupure à la main gauche. Elle pensait qu'il mentait. Après tout, s'il voulait la rendre, il ne l'aurait peut-être pas kidnappée du tout. Le gars a dit que même si elle revenait, elle ne pourrait plus se marier, car ce mariage sera déjà complètement détruit. La jeune fille n'a pas compris pourquoi il en a fait sa femme. Après tout, il n'était pas obligé de faire ça. Elle s'assit sous le mur et regarda l'homme avec des yeux ronds de peur. Nazar a dit que c'était sa liberté, qu'elle le croie ou non. Et il a répondu qu'il ferait tout comme il l'avait dit. Rosetta ne comprenait rien à ses paroles ni à ses intentions. L'homme a ordonné à la jeune fille de s'asseoir tranquillement et de ne rien faire pour l'instant. La jeune fille frémit. Elle a demandé s'il serait là tout le temps. Il a fait valoir qu'il ferait assez frais ici la nuit, et que dormir ici serait donc difficile et inconfortable. Il se leva du lit et fit signe à la jeune fille de s'allonger à côté de lui. Rosette était inquiète. Elle s'est prononcée contre le fait de dormir à côté de lui. Elle a exprimé une extrême méfiance à son égard en tant que personne et à l'égard de la situation en général. L'homme a insisté sur le fait qu'il n'était pas intéressé par une enfant comme elle. La princesse n'a pas compris la phrase sur l'enfant. Nazar s'allongea, se couvrit d'une couverture et se tut, mettant fin à la conversation qui, à son avis, était inutile. Il y eut un silence. Rosetta s'avoua qu'elle avait froid et qu'elle voulait dormir, mais elle refusait absolument de se coucher à côté de cet homme. Elle a décidé de s'asseoir pour l'instant, puis d'essayer de s'échapper si la moindre échappatoire s'ouvrait pour cela. Pendant un certain temps, elle s'est rassurée sur le fait que tout irait bien et qu'elle pourrait revenir. Recroquevillée, la jeune fille s'est endormie sur le sol de la tente provisoire dans sa robe de mariée. Les pieds nus s'approchèrent d'elle. L'homme souleva facilement la jeune fille profondément endormie dans ses bras et la porta jusqu'au lit. Elle ne comprit même pas comment cela s'était produit, mais s'allongea seulement plus confortablement sur le lieu de couchage déjà chaud, plaçant sa main sous sa tête. Nazar se tenait au-dessus de la jeune fille endormie et la regardait se retourner dans son sommeil. Puis il la couvrit soigneusement de la couverture. L'homme s'assit à côté de lui sur le lit et regarda la jeune fille endormie. Il était content de lui. Dans la cour du château, il y avait un petit jardin pour Rosette. La jeune fille se tenait à côté d'un grand et vieil arbre. Ses parents, son frère et sa sœur aînée étaient très occupés aujourd'hui. Par conséquent, la petite princesse passait constamment du temps dans le jardin. La jeune fille avait un bouquet de marguerites dans les mains. Rosetta était appelée par son nom. La femme lui a demandé où elle était. La jeune fille était heureuse de voir sa mère. Ses yeux pétillaient de joie. La femme a demandé ce que sa fille faisait ici. La fille a affirmé qu'elle jouait avec Masha. La mère de la jeune fille a été surprise d'entendre à nouveau le nom Masha. Elle soupira tristement, réalisant que sa fille avait acquis une amie imaginaire par manque d'attention. Rosetta a assuré que Masha était très timide. C'est pourquoi il ne joue qu'avec elle. Elle a également parlé à sa mère de son amie. Et la femme l'écouta attentivement et demanda à nouveau. La jeune fille tendit une plume jaune à la main. Sa mère admirait sa beauté. L'enfant a dit que Masha avait donné ça à sa mère. Elle prit le stylo dans ses mains et exprima sa joie devant la beauté. Elle a dit que c'était charmant et a demandé si cette merveilleuse créature était toujours à proximité. La jeune fille confirma, elle releva la tête et montra l'arbre. Il y avait là un oiseau aux plumes dorées. C'était l'ami de la jeune fille, Masha. La femme trembla, se couvrant la bouche de sa main de surprise. La jeune fille a essayé de faire sortir sa mère du bouchon. Elle a demandé ce qui lui était arrivé. La mère a pris sa fille dans ses bras. Elle a dit que cela pourrait être une bonne chose. L'enfant ne comprenait pas ce qui se passait. C'était comme un rêve. Et en ouvrant les yeux, cela a disparu comme un mirage. Rosetta frotta ses yeux endormis, dans lesquels brillait la lumière du soleil. Marmonna-t-elle avec mécontentement. Se souvenant des détails de la soirée et de la nuit d'hier, elle ouvrit brusquement les yeux et se redressa d'un coup sec. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était au lit. Après tout, elle se souvenait très bien qu'elle s'était endormie par terre cette nuit-là. Et maintenant, je ne savais pas comment tout cela s'était passé à ce moment-là. Soudain, le rabat de la tente s'écarta. La jeune fille a décidé que l'homme était revenu et a commencé à se cacher sous les couvertures. Rosetta le vit entrer avec sa chemise ouverte. Même parmi les aristocrates, il n'y avait pas une telle gêne à propos des vêtements.
L'homme a pensé que c'était bien qu'elle se soit déjà réveillée. Et il lui apporta une assiette pleine de soupe. Il a dit qu'elle dormait comme une morte, et c'était bien de ne pas avoir à la réveiller. La jeune fille était choquée. Elle ne croyait pas pouvoir dormir si profondément qu'elle n'a même pas compris quand ils l'ont amenée et l'ont allongée sur le lit. Elle suggéra, en se tordant les mains, qu'ils étaient ici ensemble. Son regard devint vitreux. L'homme lui rappela qu'il n'était toujours pas intéressé par les enfants, tout comme la veille au soir. Il soupira lourdement. Rosette rétorqua sèchement qu'elle n'était pas une enfant. Cette année, c'est sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Et ici, il a décidé de l'assimiler à des enfants. Riga a déclaré qu'il voyait en elle une enfant qui se recroquevillait dans un coin et sanglotait. Elle réalisa qu'il était réveillé et voyait tout. L'homme a affirmé qu'il n'avait rien inventé. Et il lui proposa à manger, faisant vieillir l'assiette devant elle. La princesse fut surprise de la couleur de cette nourriture. Elle n'était absolument pas habituée à cela, où il y avait des pièces alléchantes et des couverts sophistiqués. Elle doutait de la qualité de la nourriture, craignant qu'elle ne tombe ensuite malade. Elle a dit qu'elle n'avait pas faim et qu'elle ne voulait pas en manger. L'homme a insisté sur le fait qu'il n'avait pas l'intention d'insister. Il a dit que c'était son travail de faire sa demande en mariage et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, manger ou mourir de faim. La fille gémit. L'homme se tourna pour partir. Et par-dessus son épaule, il lui demanda si elle pouvait survivre au voyage jusqu'au soir, affamée. Il est parti, la laissant seule. Lorsque Riga quitta la tente, un de ses assistants se précipitait déjà vers lui. Il a dit qu'il avait apporté ce que le maître lui avait demandé. Et il tenait dans sa main une robe duveteuse de femme. Il a demandé pardon. Il a dit qu'il avait trouvé dans le village des vêtements pour femmes qui pouvaient lui aller. Mais je n'ai rien trouvé de nouveau. Le chef regarda la robe et la toucha avec ses mains, la tapotant, la faisant tomber de la poussière. Après un certain temps, il a remercié l'assistant et l'a qualifié de bravo. Riga a apporté la robe dans la tente. Il vit une assiette vide à côté de la jeune fille. Il semblait qu'elle avait même été léchée avec la langue. Il était content qu'elle apprécie autant. La jeune fille a admis qu'elle avait juste essayé et qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Et maintenant, elle avait un peu honte de son incontinence. Et l'assiette étincelait de propreté. L'homme était content. Il jeta adroitement la robe sur le lit. La jeune fille le regarda avec incrédulité et demanda ce que c'était. Riga a affirmé qu'il lui avait été apporté d'un village voisin pour changer de vêtements. Après tout, elle ne peut pas porter une robe de mariée pour toujours. Rosetta commença à regarder la tenue. Je pensais qu'il était plutôt mignon. Elle toucha avec ses doigts le lassage du corset dans le dos. Il s'est avéré que ce barbare lui avait préparé à la fois la soupe et la robe. Elle le regarda avec méfiance. Et elle ne comprenait pas pourquoi il tenait soudain autant à elle. L'homme partait. Il lui a dit de se dépêcher car tout le monde attendait déjà. Il a dit que dès qu'elle changerait de vêtements, il reprendrait que la route. Notre héroïne a attrapé la robe par l'ourlet. Elle pensait que s'ils partirent d'ici, ce serait difficile. Elle comprit qu'il serait extrêmement difficile pour Haleine de la rattraper. Son corps commença à trembler et des larmes apparurent dans ses yeux. La jeune fille a appelé l'homme et lui a demandé d'arrêter. Elle commença à marmonner quelque chose et à toucher ses cheveux. Elle a dit qu'elle avait les cheveux épais et qu'ils pouvaient s'en mêler. Riga a précisé ce qu'elle entendait par là. La jeune fille a répondu que si elle changeait de vêtements, ses cheveux pourraient s'en mêler. L'homme ne la comprenait toujours pas. Rosette lui a demandé de l'aider à lui tresser les cheveux. Riga lui fit signe d'un geste, l'appelant à se rapprocher. Il lui a dit de lui tourner le dos. Cela a mis la jeune fille en colère. Elle pensait qu'on l'appelait comme un chien. Elle était offensée que son rôle d'hier en tant qu'épouse otage soit désormais devenu celui d'un chien dressé. Mais elle se retourna docilement et se tint le dos. La princesse commença à se calmer, qu'elle n'est plus en mesure de montrer son caractère rétif. Très vite, l'homme tressait habilement ses cheveux dorés en une tresse. La jeune fille pensait que les mains ne tenant qu'une épée seraient rudes. Mais contre toute attente, tout a été fait. L'homme dit, prêt, avec contentement, montrant à la jeune fille une tresse avec un ruban violet noué à son extrémité. Elle pensait que ce ruban était dans ses cheveux hier. L'homme lui a demandé si quelque chose la dérangeait. Elle a nié et l'a remercié pour son aide. Riga lui a demandé de lui rendre le ruban. La jeune fille lui répondit avec colère en serrant les poings, qu'elle le lui aurait rendu même sans rappel, pour qu'il n'ait pas peur qu'elle lui vole quelque chose. L'homme est devenu un peu triste. Il a dit à la fille que c'était le ruban de sa mère. Elle frémit, et elle a marmonné quelque chose en réponse sous la forme d'excuses. L'homme n'a pas écouté ses excuses. Il s'est tourné vers la sortie et lui a demandé de changer de vêtements pour qu'elle puisse sortir elle aussi.
Il ouvrit le rabat de la tente et sortit. Bientôt, Rosetta fut vêtue d'une robe avec un corset marron. Les hommes la saluèrent, souhaitant le bonjour à Regina. Un autre a exhorté Regina à monter rapidement à cheval. La jeune fille a demandé ce qu'était Regina. Le type portait du linge de lit plié. J'ai dit à Riga qu'il devait rassembler des preuves de la nuit de noces. C'est seulement maintenant que Rosetta comprit pourquoi l'homme s'était blessé. C'était pour tromper les serviteurs. L'homme sauta sur son cheval. La jeune fille pensait que personne ne lui dirait un mot s'il punissait ses ennemis. Et elle ne comprenait pas pourquoi il la protégeait autant. Riga lui tendit la main, invitant la jeune fille à s'asseoir avec lui. Il a dit qu'ils seraient déjà en route. Leurs regards se croisèrent. La main a touché la main. Rosetta s'assit devant le cavalier. Il lui a dit de tenir bon, il lui a assuré qu'ils iraient de plus vite que la dernière fois. Il saisit les rênes et retint le passager en même temps. Le chef a ordonné « En avant !» Et les cavaliers se mirent en route. Des dizaines de sabots créèrent un piétinement assourdissant. Long couloir sombre. La femme soupira. Elle se reprochait que tout cela était arrivé à cause d'elle. Et elle a reproché au gars de ne pas l'écouter et de ne pas s'enfuir. Elle a demandé pardon à Allen car ce vieil homme l'avait également attrapée. Mais le gars a consolé la nounou en lui disant qu'elle n'était responsable de rien, qu'il avait lui-même été négligent et qu'il en était désormais responsable. Le chevalier a dit cela même s'il la quittait. Il lui serait encore difficile de trouver son chemin sans l'aide de la tribu. En soupirant, la nounou se repentit de sa crédulité. Elle ne pouvait pas imaginer que la jeune fille agirait de manière aussi perfide à leur égard. Le chevalier et la nounou étaient assis sur la paille de la cellule. La femme a affirmé que la princesse avait aidé la jeune fille, et elle a menacé la vie de sa nounou. Le gaz a dit qu'il ne pardonnerait jamais ça, et il les punira certainement tous. Il serra les dents, impuissant à faire quoi que ce soit. Mais ensuite, le plancher du couloir a craqué. Quelqu'un s'approchait doucement d'eux. Les prisonniers se sont approchés du bord de la cellule et ont commencé à regarder à travers les barreaux pour voir qui était venu vers eux. Bientôt, Rosie les rejoignit. Le gars a été surpris de la voir ici. Il attrapa les barreaux et commença furieusement à lui demander pourquoi elle était venue ici. La fille a demandé à être plus silencieuse. Elle a affirmé que son père ne savait pas qu'elle était ici. Elle leur a apporté du pain. Elle leur proposa à manger, puisqu'ils étaient là toute la journée. Allen fut surprise qu'elle leur offre à manger, alors qu'ils ne savaient même pas ce qui n'allait pas avec la princesse. Rosie les a convaincus que pour s'échapper, ils devaient bien manger avant le voyage. Le gars trembla à ce tour. La jeune fille a dit que si son père découvrait où la princesse avait été emmenée, il les emmènerait dans la forêt et les tuerait. Elle a dit qu'ils étaient désormais étroitement surveillés. Il sera donc difficile de les faire sortir d'ici. Allen fut surpris. La jeune fille a assuré qu'elle les retirerait dès qu'une telle opportunité se présenterait, et elle leur a demandé pardon pour ce qu'elle leur avait fait, qu'elle voulait juste éviter des victimes insensées. Rosie a insisté sur le fait que s'ils étaient libérés, leur tribu souffrirait. Le gars lui a demandé pourquoi elle les aidait maintenant. La jeune fille a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir. Allen a demandé ce qui changerait quand elle les laisserait partir. Cela me rappelle qu'elle a empêché le sauvetage de la princesse. Et maintenant, qu'ils ne pensent pas que le royaume les aidera. Rosie a dit que c'était pourquoi elle les laisserait partir à une condition. Allen et la nounou ouvrirent la bouche de surprise. La jeune fille a exigé qu'on ne parle pas de l'enlèvement de la princesse. Le chevalier était indigné. Il jura de colère. J'ai été surpris que le scélérat leur propose également un marché. Il a menacé que lorsqu'elle sortirait de la cellule, elle ne vivrait définitivement plus au monde à cause de sa trahison et de son impudence. Le gars a frappé les barreaux de toutes ses forces. Mais Rosie lui répondit calmement qu'elle n'avait pas du tout peur de mourir pour sauver sa tribu. La jeune fille a rappelé que le chevalier a cependant quelque chose à protéger. Elle tenait une torche dans une main et serrait le poing de l'autre avec détermination. Elle conseilla au chevalier de bien réfléchir. Après tout, pendant qu'il est en colère, le temps passe, et la princesse aurait pu être perdue à jamais. Le chevalier jura encore en serrant les dents. Il a compris que l'aide d'une personne occupant un poste élevé dans l'armée était nécessaire, et sauver la princesse en secret du royaume ne sera pas facile. Mais si une telle personne est trouvée, alors tout s'arrangera. Une idée lui vint. Il s'est souvenu de celui qui se soucie de Rosetta et qui est capable de diriger l'armée. C'était le duc Isel Scalion. Rosie fut surprise de cette décision. Après tout, je n'étais pas sûre qu'il soit capable de diriger une armée. Mais le gars en était convaincu. Après tout, il était fiancé à la princesse. Isel était l'héritière du duché de Heisen, et on pouvait lui faire confiance plus que quiconque. Il était d'excellents amis avec Rosetta depuis son enfance,
et éprouvait de tendres sentiments pour elle. Allen pensait que Hazen était plus proche que Terra, et en parlant d'Isel, il peut arriver ici plus rapidement. La jeune fille accepta alors de prendre contact avec le duc. Le chevalier commença à écrire un message à Isel avec un stylo sur papier pour lui demander de l'aide. Quand il eut fini, il tendit un rouleau de papier à travers les barreaux de la cellule. Le gars a constamment demandé à Rosie ce qui s'était passé entre sa tribu et la tribu Kvat. La jeune fille hésita. Il lui a demandé de ne pas faire semblant de ne pas comprendre. Il lui a assuré qu'il avait entendu quelque chose. Rosie soupira et dit que désormais cela ne servait à rien de se cacher. Et elle accepta de lui raconter en détail tout ce qu'elle savait. Elle a dit que ces événements se sont produits avant sa naissance, il y a 20 ans. Le cavalier galopait à travers la forêt. Devant lui était assise une fille avec une tresse dorée. Elle souffrait de ce saut sans fin par habitude et son dos lui faisait terriblement mal. La fille est fatiguée, tout son corps tremblait sous les mouvements rythmés et forts de l'animal. Elle pensait que l'homme ne le remarquerait pas si elle s'appuyait contre son torse. Son corps frémit au contact. L'homme l'a néanmoins remarqué, mais ne lui a rien dit bien qu'il ait été surpris. Il serra sa main plus près de lui, et c'est ainsi qu'ils roulèrent pendant un certain temps. Dans une petite clairière, il ordonna de s'arrêter. Rosetta était assise sur une pierre, elle se sentait tellement mieux. Les escorteurs regardèrent la jeune fille avec colère et hostilité. Elle déglutit nerveusement en le sentant. Elle réalisa que sous une telle surveillance, il ne lui serait pas facile de leur échapper. Riga a ordonné le départ. Il m'a ordonné de me dépêcher. La jeune fille regrettait de s'être si peu reposée. Elle était triste et se demandait combien de temps encore elle devrait souffrir ainsi. Mais lorsqu'elle s'approcha du cheval, elle fut surprise. Il y avait une literie moelleuse sur la selle. Cela la rendait quelque peu heureuse. Elle essaya le tissu avec sa main. Riga lui a demandé ce qui la troublait. La jeune fille a admis que c'était trop haut pour qu'elle puisse monter elle-même en selle. L'homme l'attrapa dans ses bras et l'aida à s'asseoir à califourchon. Il la regarda dans les yeux et elle le regarda dans les yeux. Le cœur de la jeune fille battait vite. Son rythme se répercutait dans toutes les parties de son corps. Riga a déclaré qu'il n'y aurait désormais aucun problème sur la route. Ils levèrent le camp et poursuivirent leur course folle à travers la forêt. Rosetta a essayé d'entamer une conversation avec l'homme. Elle lui a demandé de lui pardonner. Et elle a regretté ses paroles. Elle a dit qu'elle ne savait pas que c'était si important pour lui. Et que cette cassette appartenait à sa défunte mère. Riga a dit qu'elle ne devrait pas trop s'inquiéter, et qu'il n'apprécie pas cette chose autant que la fille le pensait. Rosetta était gênée que les affaires de sa défunte mère ne soient pas importantes pour lui. J'ai été surpris de voir à quel point c'était possible. Elle comprenait aussi que s'il était un leader, cela signifiait qu'il n'avait pas de père. La jeune fille s'est demandé comment il vivait, et il y avait clairement quelque chose dont il ne pouvait parler à personne. Elle se sentait même désolée pour lui. Elle s'arrêta, demandant pourquoi elle était soudainement si inquiète. C'était étrange de se sentir désolée pour l'homme qui l'avait kidnappée. Elle s'est convaincue qu'elle devait maintenant penser à s'échapper. Et les chevaux les faisaient avancer. Dans la clairière au loin, on voyait des montagnes qui n'étaient pas visibles auparavant derrière les arbres. Le soir, alors que le soleil se couchait déjà, un camp fut installé. Les hommes ont fait du feu et ont dressé des tentes pour dormir. Les chevaux paissaient paisiblement à proximité. Et notre héroïne était assise sur la pierre la plus proche, non loin du feu. Rosetta fut surprise de la rapidité avec laquelle ils installèrent le camp. Il lui sembla qu'ils l'avaient fait en quelques secondes. Ils passèrent toute la journée à monter à cheval. Et maintenant, elle avait vraiment envie de manger. Elle était surprise que même dans une telle situation, la sensation de faim la rende visite. Et à un moment donné, son estomac s'est mis à grogner. Le gars a demandé à Riga s'il attraperait un lapin pour Riga. La jeune fille a demandé avec surprise s'il pouvait vraiment manger des lapins. Le gars a assuré qu'elle en avait aussi mangé le matin. Le gars a dit qu'il voulait s'occuper lui-même du petit déjeuner. Mais Riga a attrapé un lapin pour elle. J'ai demandé si c'était savoureux. Rosetta regrettait d'avoir mangé le mignon lapin. Le gars s'est dépêché d'aider la fille. Je lui ai demandé pourquoi elle se sentait soudainement mal. Notre héroïne a changé de sujet et a demandé « Pourquoi ont-ils commencé à l'appeler Regina? Et qu'est-ce que cela signifiait ?» Il lui répondit avec surprise que c'était ainsi qu'ils appelèrent la femme du chef. Riga porte bien son nom. La jeune fille était perplexe, car l'homme ne s'appelait pas Riga, et elle a demandé qui était alors Nazar Kvat. Le chef s'assit près du feu et y redressa les braises, vérifiant quand il serait possible de cuisiner quelque chose dessus. Le feu sifflait et se tortillait, léchant les pierres qui bordèrent le foyer. D'après ce que l'un des proches du leader lui a dit,
Elle a compris quelque chose, que des inconnus l'appellent par le nom qu'elle avait entendu auparavant, et tout le monde dans la tribu l'appelle Riga. Le gars a commencé à crier à son chef que cela n'était pas possible, de sorte que sa femme ne connaît toujours pas le nom du marié. C'était étrange. Après tout, vous devez prendre soin de la personne avec qui vous vous mariez. Il continua à lire l'homme plus âgé. C'est la même chose avec le programme d'aujourd'hui. Je pensais que ça devait être difficile pour cette fille de monter à cheval toute la journée. Elle a juste soupiré en guise de confirmation. Le gars était sûr qu'elle était déjà fatiguée lors de sa nuit de noces, et il pensait que nous devions mieux prendre soin d'elle qu'avant. Le cœur de Rosette battait à tout rompre dans ses oreilles. Elle avait tellement honte qu'ils discutèrent des détails de sa nuit, même si rien ne s'était passé. Riga a vu l'embarras de sa femme. Il a commencé à attaquer le gars en le prenant fermement par l'épaule. Il est clair qu'il a beaucoup de temps, qu'il reste ici et remue la langue. La blonde a assuré que ce n'était pas le cas et a demandé pardon. Le gars a dit que c'est ainsi que tous les autres voient les choses de l'extérieur, que la fille a besoin de soins. Il a rappelé que beaucoup étaient mécontents de ce mariage. Et en montrant qu'il se soucie personnellement d'elle, les autres l'accepteront. Riga a interrompu son discours. Il demanda à Shiki s'il avait déjà apporté du bois pour le feu. Après tout, il semble qu'il l'ait déjà envoyé pour ça. Le gars a assuré que ce n'était plus important maintenant. Comprenant la signification du doigt, l'homme a demandé ce qui se passerait si Regina se figeait. Ce type a attrapé une hache et s'est précipité comme une balle dans la forêt en criant « Je vais l'apporter maintenant !» Et le chef était heureux d'avoir renvoyé le bavard pour vaquer à ses occupations. Rosetta, en regardant cette photo, rigola doucement dans son poing. Elle pensait que ce type était plutôt drôle. Mais le leader lui-même est resté tendu. Il se retourna brusquement pour engager à nouveau le feu au milieu de leur camp. La jeune fille s'attendait à ce qu'il lui dise au moins un mot et devint triste quand il resta simplement silencieux. Le feu s'embrasa, siffla, réchauffa et éclaira vivement la clairière où ils installèrent leur campement. Riga a continué à s'occuper méthodiquement du feu. Et puis l'homme a parlé à la fille. Il était prêt à lui révéler son nom. Après tout, il faudrait qu'elle le sache de toute façon. Il a dit qu'il s'appelait Rachid. La jeune fille trouva cela assez étrange et étrangement familier. Rosetta s'en souvint soudain, et cela la fit même frissonner. Elle connaissait le nom. Il y a quelques années, une petite réception a eu lieu au palais du roi. Des personnes proches de la famille royale y ont participé. La soirée venait juste de commencer. Le roi porta un toast avec un verre de vin. C'est alors qu'un musicien errant originaire des Ardennes fait son apparition dans la salle. C'était une brune aux yeux jaunes, et tout le monde est devenu curieux de savoir pour qui il était appelé à chanter. Un des musiciens du royaume était assis au piano, et il y avait une chaise près de la harpe. Les invités attendaient quelque chose de nouveau. Certains pensaient que le gars chanterait la sagesse de la première princesse. D'autres disent qu'il glorifiera le courage du prince. Mais aujourd'hui, le musicien leur a annoncé quelque chose de différent. Il a dit qu'il chanterait pour la princesse Rosetta. Le gars ferma les yeux et ses doigts touchèrent les cordes de l'instrument. La chanson s'appelait Rachid's Light. Une musique mélodieuse coulait. Les invités écoutaient bouche bée. Et lorsque le musicien a terminé son discours d'ouverture, tous les regards se sont tournés vers Rosetta pendant une seconde. La fille était un peu timide pour être le centre d'attention. Elle-même écoutait la musique. Chaque fois que les doigts du musicien touchèrent les cordes de la harpe, la musique coulait dans toute la salle. Et après la mélodie vinrent des poèmes avec une syllabe aiguë. Ces paroles chantèrent la noblesse de la princesse Rosette. Et le chant angélique a enchanté tout le monde. Désormais, la plus jeune princesse était au centre de toutes les attentions. Elle a été applaudie et comblée de compliments. Le roi applaudit également. Mais il n'a pas compris et a demandé pourquoi la chanson s'appelait toujours Rachid's Light. Le musicien a remercié Sa Majesté pour la question en s'inclinant. Il a expliqué que si l'on traduit le nom du personnage principal de cette chanson à la manière de la langue ardennaise, on obtient Rachid. La jeune fille était surprise que l'homme qui l'avait kidnappée porte le même nom que le sien. L'homme se leva, redressant son dos près du feu. Il a précisé qu'elle s'appelait Rosie, confirma-t-elle en frissonnant un peu. Il a promis que ses subordonnés ne se comporteraient plus comme hier. Et quelle qu'elle ait été jusque-là, ils ont dû l'accepter comme épouse de leur chef. La jeune fille se dit qu'elle devrait se réveiller et ne pas croire les paroles du barbare. Mais elle a répondu qu'elle serait calme maintenant. Elle leur a demandé si elle devait les remercier et se présenter. L'homme affirmait que la tribu Quat était différente des autres tribus. Tant qu'elle était sa femme, elle était en sécurité. Mais si elle gâche tout elle-même, ils peuvent la mettre en pièces comme une meute de loups. Notre héroïne a recommencé à avoir peur.
Elle haleta involontairement et agrippa l'ourlet de sa robe de peur, imaginant simplement une telle image. Rachid a demandé à la jeune fille de rester ici pour le moment, et puis il a promis de la rendre à la famille. Rosetta ne savait pas si elle devait y croire, ni comment réagir. La jeune fille se demandait quand elle reviendrait. Sa vie sera-t-elle la même? Après tout, elle a maintenant perdu sa valeur en tant qu'épouse, et s'il revient, il ne pourra pas vivre en paix. C'était facile de parler sans tout comprendre, même s'ils ont pris en otage la mauvaise épouse. Mais elle n'avait sans doute pas besoin de jouer ce rôle. Elle se tourna vers le chef, et elle lui a dit en face qu'ils regretteraient tous définitivement ce qu'ils avaient fait. C'est ce qu'elle leur a promis. Le gars s'est enfui de la forêt. Il était essoufflé et a perdu sa hache quelque part. Il a appelé Riga. Il a crié que les ennuis étaient proches, qu'il y avait des monstres à proximité. Le chef plissa les yeux. Il s'inquiétait pour ceux qui partaient à la chasse. Au clair de lune, il examina la lame de son épée. Le gars a dit que les gens les combattent maintenant, et il a couru pour appeler à l'aide. Il respirait encore lourdement à cause de sa course rapide à travers la forêt. L'homme a ordonné à sa femme de rester dans le camp et de ne pas sortir d'ici. Il était sûr que les monstres ne s'approcheraient pas du feu et qu'ainsi elle serait en sécurité. Promit Rosette, répondant « D'accord » et hochant la tête. Mais je pensais que c'était juste sa chance. Mais elle doutait de pouvoir s'échapper. Je restais seule près du feu et réfléchissais à prendre une décision. L'épée du chef frappa l'ennemi. Du sang jaillit de leurs blessures mortelles. L'homme a demandé combien il en restait. Ils lui ont répondu 5. Rachid a ordonné de conduire les reptiles dans une direction. Sa main avec l'épée vivait sa propre vie, délivrant des coups sûrs à la cible. Il ordonna à 3 assistants de contourner par la droite et aux autres d'attaquer par derrière. Et déjà 3 archers tirèrent la corde de l'arc avec des flèches. Les salauds rugirent de colère. Le chef a ordonné « Feu !» et les flèches volaient comme des éclairs vers leur cible. Bientôt les salopards ressemblèrent à un coussin d'épingles. Tant de flèches étaient plantées dans leur corps. Le gars s'est réjoui de leur chance. Mais un nouveau monstre approchait par derrière. Le chef a appelé Nelia. Et son épée volait déjà directement vers la cible, frappant le monstre et sauvant le garçon imprudent. Cria le blond, avertissant Riga qu'il y avait un danger derrière lui. Le salaud à pleines dents visait le cou du chef. Le type a crié « Attrape !» et lui a lancé son épée. L'homme a immédiatement attrapé et frappé à mort un autre monstre. Le subordonné rapporta à Riga que plusieurs monstres s'étaient échappés. L'homme fronça les sourcils de mécontentement. 3 monstres s'enfuirent dans l'obscurité en grognant. Les gars ont demandé au leader si cela valait la peine de les rattraper. Il n'a pas donné un tel ordre, mais a suggéré de compter ceux qui gisaient dans la clairière. Son épée était couverte de sang. La blonde remarqua à haute voix que les créatures étaient redevenues plus fortes qu'avant. Riga a accepté et a ajouté qu'il n'avait jamais été attaqué par derrière. L'homme était d'accord avec les paroles de Shiki. Il s'est avéré qu'il ne pouvait pas prédire les actions des monstres. Il pensa à la fille laissée dans le camp, et maintenant il avait peur pour elle. Après tout, on ne savait pas si ces créatures avaient peur du feu. L'épée du chef dégoulinait sur le sol avec le sang encore frais du dernier monstre qu'il avait tué. L'homme a ordonné le retour au camp. La jeune fille a couru à travers la forêt impénétrable. Relevant le bas de sa robe, elle s'est échappée du camp éclairé par des feux dans une direction qui lui était inconnue, en regardant autour d'elle avec prudence. Elle était déjà essoufflée à force de courir si vite. Mentalement demandé de la sauver. À ce moment-là, elle se souvint de la façon dont elle courait dans le palais lorsqu'elle était petite. Elle a contourné tranquillement les gardes et s'est enfuie. La princesse fit beaucoup d'efforts pour ouvrir cette porte grinçante, et elle regarda autour d'elle pour voir si quelqu'un pouvait la voir. Et après avoir ouvert l'immense porte, elle se demanda si quelqu'un pourrait la retrouver ici si elle se cachait bien ici. Et comme ce sera amusant quand les nounous la chercheront partout. Ses petits pieds descendirent les escaliers. Elle se souvint qu'on lui avait strictement ordonné de ne jamais entrer dans cette pièce. Mais elle pensait que rien de grave ne se produirait si elle se cachait ici et ressortait. Mais ensuite, la jeune fille entendit un bruissement. Elle se couvrit la tête avec ses mains de peur. Puis, après avoir attendu, elle a demandé qui était là. Un proche du leader est sorti de derrière un arbre. Il était surpris de savoir pourquoi maîtresse Regina se promenait seule ici. Il se couvrit la bouche avec sa main avec horreur, et il a supposé qu'elle essayait de s'échapper. Ses yeux brillaient d'une lumière maléfique. La jeune fille elle-même a commencé à l'attaquer. Elle se méfiait de ce qu'il faisait ici alors que tout le monde combattait des monstres. Le gars a assuré qu'il n'était pas du tout obligé d'y aller. La jeune fille pensa qu'il y avait finalement quelque chose d'inintéressant. Mais le gars a continué à l'interroger pour savoir si elle essayait de s'échapper. Elle a affirmé que leur camp avait été attaqué par des monstres.
et alors qu'elle les fuyait, elle se perdit dans une forêt qui ne lui était pas familière. Et je me suis dit qu'il fallait gagner du temps dans l'espoir qu'elle ait une chance. Le gosse s'est approché de la fille. Il s'est moqué d'elle. Il a dit que son cerveau primitif ne pouvait penser qu'à une telle chose et lui laisser échapper. Il doutait que l'épouse du leader ait été perdue. Après tout, le camp était dans la direction opposée. Il continua d'avancer vers la jeune fille. Elle frémit de peur. Mais ensuite, Regina se ressaisit. Elle attrapa l'ourlet de sa robe. Elle a dit qu'il semblait avoir oublié qu'elle était l'épouse de son chef. Elle l'a menacé de ne pas la toucher exprès. Elle lui tendit le poing avec le regard le plus déterminé.